Le Sahel est devenu depuis peu une zone de convergence de différents regroupements terroristes, Ansar Dine, Al-Mirabitoun, Al-Qaïda AQMI et de réseaux criminels et trafiquants, avec pour conséquence des attentats terroristes dans de nombreux pays tels le Burkina, avec la énième attaque sur l'avenue Kwame Nkrumah qui a fait 18 morts et 8 blessés avec 2 assaillants abattus. Pour parler sécurité, je reçois sur ce plateau M. Juvenal Sommet, spécialiste des questions sécuritaires. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de votre invitation. Alors déjà, pourquoi autant de forces armées se donnent autant de mal à vouloir contrôler le Sahel? Merci. Pourquoi autant de forces se donnent-elles autant de mal pour contrôler le Sahel? Simplement parce que le Sahel est une zone difficilement, évidemment, contrôlable parce que c'est ce qu'on appelle, c'est un no man's land. Voilà, c'est une zone, évidemment, qui appartient à tout le monde et à personne à la fois. C'est une zone, évidemment, de non-droit, c'est une zone de trafic, c'est une zone, évidemment, qui est poreuse, par définition, évidemment, et naturellement qui donne lieu à toutes sortes de convergences, d'intérêts, parfois légaux, illégaux. Donc, c'est évidemment le lieu de toutes les intentions, de toutes les ambitions. Et voilà pourquoi le Sahel, évidemment, quand vous le mettez évidemment en lien avec les économies de nos pays qui sont parfois difficiles, évidemment, forcément, vous rentrez dans un cercle, évidemment, qui fait que le Sahel, évidemment, est difficilement contrôlable par les États. Et évidemment, on y retrouve toutes sortes d'amalgames, toutes sortes, évidemment, d'ambitions, y compris celles qui, évidemment, qui conduisent au terrorisme dont vous parliez tout à l'heure. On note la présence dans ces zones d'autres puissances, à savoir la France avec la force Barkhane des États-Unis. Certains pensent même que le terrorisme dans cette région serait un moyen détourné pour piller des richesses. Partagez-vous cet avis? Partager cet avis, ce serait difficile à dire, mais je constate simplement, évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure, que le Sahel, bon, certains disent aujourd'hui le Sahélistan, hein, on est passé du Sahel au Sahélistan, pour dire que, évidemment, cette zone, non seulement est difficile à contrôler, mais évidemment, c'est une zone, comme je vous ai dit, de tous les trafics, où, évidemment, y compris les groupes, les mouvements hein, terroristes, y compris les États eux-mêmes, évidemment, sont parfois suspectés, évidemment, d'entretenir des relations, je dirais, parfois contre nature avec les groupes terroristes eux-mêmes, ou bien parfois de se livrer à des activités parfois illégales. Donc c'est pourquoi, évidemment, cette zone, comme vous le disiez, ne peut pas être par définition une zone, évidemment, où qu'on peut contrôler aussi aisément, parce que, comme je vous l'ai dit, on y retrouve à la fois toutes sortes, évidemment, d'intérêts, toutes sortes d'ambitions, qui passent évidemment par les individus, les États, évidemment, voilà, des structures associatives. Vraiment, c'est une zone qu'on ne peut pas, sur laquelle on ne peut pas mettre la main a priori. Et tant qu'il sera ici, évidemment, on ne peut pas dire, évidemment, qui est le plus habilité, à mon avis, à se donner les moyens, évidemment, de contrôler le Sahel ou ce qu'on appelle, évidemment, le Sahélistan. Alors, une zone refuge des terroristes, comment arriver à les débusquer quand les intérêts dépassent l'entendement même des États? Justement, c'est ce que vous le dites si bien. Voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, le Sahel, évidemment, ne peut pas être, à mon avis, hein, sera toujours une zone difficile à contrôler. Quand vous prenez, par exemple, la frontière entre le Burkina et le Mali fait à peu près 1200 km. 1200 km, c'est une zone que, à la fois, les autorités burkinabées ne peuvent pas à elles seules contrôler. De la même manière, du côté malien, on ne peut pas aussi contrôler une telle frontière qui n'est même pas marquée d'un point de vue physique et naturel. Donc, vous comprenez bien évidemment que cette difficulté d'abord à marquer même une frontière entre deux États ne peut être que le point de départ, évidemment, de toutes ces ambitions terroristes qui, évidemment, passent par le Sahel, qui, évidemment, devient, à mon avis, une zone de repli de toutes les formes, évidemment, de trafic, d'armes, évidemment, de drogue et tout ce que vous voulez. Donc, il ne faut pas se leurrer aujourd'hui. Vouloir contrôler
le Sahel, même les États vous le diront, c'est tout à fait, ce n'est pas à leur portée, ce n'est même pas dans leurs ambitions aujourd'hui parce qu'ils n'en ont pas les moyens et évidemment ça dépasse tout entendement. Au contraire, tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de limiter au maximum les dégâts et évidemment d'essayer de contrôler ce qui peut l'être en espérant évidemment qu'on peut aboutir évidemment à des situations moins difficiles. C'est le lieu peut-être de dire, le Burkina par exemple a adopté récemment un plan de développement évidemment au niveau du Sahel. Voilà des mesures par exemple qui peuvent permettre par exemple de limiter au maximum les dégâts au niveau du Sahel. Sinon, je crois qu'on peut du jour au lendemain comme ça contrôler cette vaste zone de trafic. Je crois que c'est aller un peu trop vite en besogne à mon avis. Alors, dans l'ambition de vouloir contrôler cette zone, il y a eu le G5 Sahel avec à la sortie des décisions qui ont été prises, à savoir le fait de vouloir envoyer 5000 hommes dans cette zone pour pouvoir véritablement contrôler les frontières. Est-ce une décision qui va véritablement limiter la casse? Oui, le G5 Sahel, c'est encore une forme, une manifestation des ambitions des différents États à se donner un minimum de moyens aussi pour évidemment limiter la casse, comme vous le dites. Malheureusement, le G5 Sahel, ce n'est pas nouveau. Il y a même la force en attente de l'Union africaine qui est là aujourd'hui, qui peine évidemment à se mettre aussi en forme. Donc, il ne faut pas croire que le G5 Sahel à lui seul pourra résoudre définitivement le problème de la sécurité dans le Sahel. Je pense que c'est se leurrer, à mon avis. D'ailleurs, le G5 Sahel aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Il peine aujourd'hui même à trouver les financements. Voilà, les États veulent bien mettre en place une force, mais encore une fois, c'est la communauté internationale qui va revenir financer une force qui est censée défendre évidemment les intérêts de ces. Donc vous voyez qu'on est encore dans ce schéma qui est plein de contradictions, qui fait que les États eux-mêmes ne sont pas maîtres évidemment de leur propre destin, ou même quand ils veulent être maîtres de leur destin, il faut encore qu'on leur donne un coup de main. Voilà pourquoi je vous dis que le Sahel aujourd'hui, c'est le lieu de toutes les ambitions et de toutes les contradictions possibles, évidemment à la fois au niveau étatique, mais aussi au niveau même au niveau institutionnel. Parlant de cette force, on demande à mobiliser plus de 277 milliards de francs CFA pour pouvoir la mettre en action. Et aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu un attentat au niveau de Kwame Nkrumah qui a fait 18 morts, 8 blessés et 2 assaillants abattus. Est-ce que cet attentat était prévisible? Prévisible, je dis en tout cas, il fallait s'y attendre. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le Burkina Faso est entré dans l'œil du cyclone depuis 2016 et à partir de cet instant, je l'ai dit et redit, il faut se mettre dans la logique que plus rien ne sera comme avant. Voilà. Donc il y a un avant et il y a un après, évidemment, Cappuccino. Donc à partir de cet instant, toutes les forces doivent converger évidemment à ce que la sécurité soit désormais au maximum, évidemment, de ses capacités, parce que les terroristes, une fois qu'ils ont frappé, il faut se dire qu'on entre dans un engrenage qui, évidemment, est difficile à contrôler, et si on ne se donne pas les moyens, évidemment, de résoudre le problème, finalement, on reste une victime. Je précise pour dire que le Burkina Faso n'est pas une exception, même aux États-Unis, voilà, en Asie, en Europe aujourd'hui. Tous les États, tous les pays, tous les continents sont victimes évidemment du phénomène terroriste. Ce qui, à mon avis, diverge, c'est la capacité de résilience des États ou des continents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la capacité des États à pouvoir résister et à pouvoir donner la mesure, à pouvoir donner confiance aux populations, c'est ça qui va différer. Sinon, aujourd'hui, ce qui s'est passé sur l'avenue Kwame Nkrumah, vous voyez bien que ce n'est que dans la continuité de ce qui se passe aujourd'hui en France, en Allemagne et même aux États-Unis. Maintenant, tout dépend de nos États. Comment est-ce qu'on gère cette situation et comment on arrive évidemment à donner la mesure de notre capacité à résoudre le problème. Et c'est là où évidemment les choses divergent d'un point à l'autre. Dans ce scénario où il y a eu bain de sang, peut-on parler d'une défaillance au niveau du renseignement? Je pense qu'à ce stade, il faut
sans doute, à mon avis, attendre. Il faut être un peu... il ne faut pas aller un peu trop vite en besogne parce que pour le moment, je suppose que la situation est encore un peu trop volatile. Donc, il est encore un peu trop tôt, à mon avis, pour essayer comme ça de pouvoir dire, voilà, il y a eu des défaillances par-ci, par-là. Mais ce qui est sûr, il faudra que ça vienne. Après les attentats du Cappuccino, j'ai dit même, j'ai dit qu'il fallait tirer toutes les leçons, évidemment, de ce qui s'est passé, et sans complaisance. Évidemment, et s'il y a des sanctions à prendre, ben, il faut les prendre. Mais à ce stade, évidemment, après ce qui s'est passé à nouveau sur l'avenue Kwame Nkrumah, je pense qu'il faut plutôt donner un peu de temps aux autorités, aux forces de sécurité, et après, évidemment, le temps des leçons ou le temps des enseignements viendra. Et de ce point de vue, j'espère que nos autorités, après ce deuxième attentat, prendront toutes les mesures possibles parce que là maintenant, on entre dans un cycle assez compliqué. Je disais tout à l'heure avant de venir sur votre plateau que j'ai bien peur que l'avenue Kwame Nkrumah, après ce deuxième attentat, ne soit mise à genoux. Voilà, sur le plan même économique, et ça, c'est l'une des craintes que j'ai, et j'espère que les autorités prendront toutes les mesures pour qu'on n'en arrive pas là, parce que c'est une zone, comme vous le disiez, de grand trafic, c'est une zone aussi où l'activité économique est intense, et de ce point de vue, j'espère qu'on en arrivera au moins à stabiliser un certain nombre de choses pour que l'activité économique reprenne un peu. Alors, dans ce cas de figure, on a remarqué que nos FDS étaient seuls à intervenir. Est-ce que c'était fait à dessein? Parce qu'on a vu quand le 15 janvier 2016 était appuyé par des Français. Oui, c'est toujours compliqué, hein. Quand les forces de défense et de sécurité sont appuyées ou sont soutenues, il y a toujours ce débat. Est-ce qu'il fallait qu'elles interviennent seules? Est-ce que, voilà, donc il y a toujours un peu je dirais, ce côté, ce chauvinisme, un peu ce côté un peu patriotique. Est-ce que, voilà, il fallait laisser nos forces de sécurité aller au devant, ou bien est-ce qu'elles sont laissées un peu derrière? Bon, quand elles interviennent, on dit, bon, voilà, est-ce qu'il fallait finalement qu'elles soient soutenues? Donc, on est toujours dans ce schéma qui fait que parfois c'est un peu délicat. Voilà. Donc de mon point de vue, ce qui est important, c'est le résultat. Voilà. Qu'elle soit parvenue, à mon avis, à résoudre le problème dans des délais raisonnables, je pense que c'est ce qui est le plus important. À mon avis, que les forces de défense et de sécurité aient été soutenues ou pas, ce qui compte, c'est que, évidemment, on puisse, à mon avis, arriver à résoudre le problème d'une manière assez intéressante et éviter évidemment qu'il y ait le plus de victimes possible. Le reste, je pense qu'à mon avis, on peut en faire l'économie. Vous avez signifié craindre que l'avenue Kwame Nkrumah ne soit mise à genoux, voire que l'activité économique ne connaisse une baisse assez accentuée. Alors, quel type de protection de cette zone pour véritablement relancer une économie? C'est difficile à dire, hein, parce que les terroristes ont toujours une longueur d'avance, hein, sur les États, parce que, évidemment, je le dis, ce n'est pas parce que c'est le Burkina, partout, dans tous les pays, c'est ainsi. Même les armées les plus puissantes au monde vous diront qu'elles n'ont pas les moyens de mettre derrière chaque citoyen un policier, un militaire, un soldat. Ce n'est pas possible. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer évidemment de trouver des moyens de telle sorte que les citoyens se sentent le plus en sécurité possible. De ce point de vue, eh bien, il faut travailler, à mon avis, à mettre en place un plan qui puisse évidemment sécuriser le maximum, hein, les citoyens, et leur donner évidemment, en tout cas, ce sentiment que l'avenue est plus ou moins sécurisée. Est-ce que c'est plus de caméras? Est-ce qu'il faut mettre plus de militaires? Est-ce qu'il faut mettre plus de patrouilles sur cette avenue? Est-ce qu'il faut essayer de trouver des moyens infrastructurels de telle sorte que les bâtiments soient plus protégés? Ça, il appartient aux autorités, à mon avis, à partir des faits qui sont établis, de pouvoir tracer évidemment un schéma
qui puisse permettre évidemment de mieux apporter des réponses appropriées. On l'a vu en France où, évidemment, après les attentats, voilà, on a trouvé des moyens, voilà, de mettre, je dirais, plus de caméras, de trouver évidemment les moyens évidemment de communiquer un peu plus. Il appartient, comme je l'ai dit, aux autorités évidemment de définir le schéma approprié pour que évidemment cette avenue puisse être la plus sécurisée possible et redonner confiance aux citoyens. Alors, redonner confiance aux citoyens passe également par d'autres mesures, outre celles sécuritaires. Votre avis? Oui, bien entendu, je l'ai dit et redit, la réponse au terrorisme ne peut pas être que sécuritaire. Je crois que, évidemment, on peut résoudre le problème du terrorisme uniquement par la force. Je pense que c'est se tromper. Je pense que le gouvernement burkinabé l'a bien compris avec ce plan de développement du Sahel dont je parlais tout à l'heure, qui est une forme aussi de réponse. Parce qu'évidemment, le terrorisme se nourrit de beaucoup de choses. Il se nourrit évidemment de la pauvreté, il se nourrit évidemment de l'absence évidemment de perspectives sur le plan économique. Il se nourrit évidemment aussi d'un certain nombre de comportements extrémistes. Il se nourrit évidemment de notre incapacité évidemment à résoudre véritablement les questions de notre vivre ensemble. Donc, c'est sur tous ces plans qu'il faut que les États apportent ensemble, évidemment, des réponses appropriées. Sans oublier, évidemment, la question des relations entre les États. Et je l'ai dit, aujourd'hui, la sécurité du Burkina Faso dépend aussi de la sécurité de ses voisins. Voilà. Tant que nos voisins ne seront pas en sécurité, nous-mêmes, nous ne serons pas en sécurité. Le Mali, aujourd'hui, depuis 2012, traverse une crise, évidemment, sur le plan sécuritaire. Forcément, vous voyez bien que ça réjaillit sur l'ensemble des pays de la sous-région. Donc, c'est une dimension, à mon avis, qu'il faut prendre en compte et voir comment on peut résoudre tous ces problèmes de façon globale. Sinon, la seule force militaire n'est pas, à mon avis, appropriée pour résoudre la question du terrorisme. Merci beaucoup, Monsieur Sommet. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour cet entretien avec M. Juvenal Sommet, spécialiste des questions sécuritaires. Sachez que l'édition spéciale continue sur Burkina Info Télévision. Non, c'est bon comme ça. Non, c'est bon comme ça. Non, faut pas allumer. Faut pas allumer. Alors, aux environs donc de 20h30, 21h, une attaque terroriste donc a été lancée contre le restaurant Istanbul. Alors, je tiens à préciser qu'il s'agit du restaurant Istanbul. Selon les éléments que les forces de défense et de sécurité qui ont été immédiatement déployés sur la zone ont pu nous donner. Donc à cet instant-là, les forces de défense sont en opération.
nous pouvons faire un bilan provisoire qui fait état de 17 personnes tuées et de 8 blessés. Ces blessés-là ont été évacués donc, au niveau de l'hôpital Yalgado. Donc